Bonjour, dans cette vidéo je vous raconte quelques détails qui concernent le deuxième devoir maison à compléter à la fin de cette semaine. Il s'agit de théorème de complétude de calcul LK, notamment le théorème qui dit que si la formule f est une tautologie, alors il y a les preuves de séquente f dans le calcul LK. C'est-à-dire f est probable dans LK. Et juste pour le rappel, le calcul LK, c'est un ensemble de règles assez abstraites qui permettent de convertir un arbre syntaxique d'une formule dans un autre arbre syntaxique d'une autre formule. Donc c'est la règle assez formelle. Et la tautologie, c'est une formule qui est vraie pour toutes les valeurs pour toutes les distributions de valeurs de vérité. Alors, bien sûr que je ne vais vous pas montrer les preuves parce que cela fait partie de votre devoir maison, mais je pense que ce sera bien de commenter sur quelques points et vous faire comprendre vraiment les énoncés requis. Juste pour le rappel, le calcul LK, si j'ouvre le fichier avec les notes de cours, et bon, juste je peux chercher LK, formule LK, il y a beaucoup de résultats. À la fin, on les retrouve à quelque part. C'est pas vraiment dans les... dans des tableaux de matière. En tout cas, je scroll et je retrouve les calculs LK. Donc voilà, les calculs LK, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus 8, c'est 16 règles. Il s'agit de groupes de règles structurelles et qui permettent de permuter de formules dans les preuves et aussi un paire de règles pour chaque connecteur logique. Pour la négation, il y a deux règles pour l'implication, disjonction et conjonction. Donc voilà, pour le calcul LK, il faut consulter toujours cette diapositive de notes de cours. Et après, je retrouve la diapositive 93 qui contient les formulations avec quelques astuces. En gros, vous avez la définition d'une brique principale de construction de cette preuve, c'est phi de f delta. Alors, de quoi s'agit phi de f delta? Ici, vous avez la définition concrète, mais si je lis soit x1, etc., xn, les variables propositionnelles apparaissant dans f. Donc ça, c'est clair. Si par exemple, la formule f, qui est la disjonction de x1, x2, l'application soit notre arbre syntaxique construit à partir de cette variable propositionnelle. Soit delta, une DVV. DVV, c'est distribution de valeurs de vérité. Alors, si je ne me souviens pas, qu'est-ce que c'est que delta? Bon, je recherche, c'est delta dans les notes de cours, et je vois, voilà, la définition. Une distribution de valeurs de vérité, évaluation est une fonction delta de P,
l'ensemble de variables propositionnelles dans delta 0, 1. Exemple. Une violation, je peux vous donner un exemple sur le tableau. La notion de delta, c'est vraiment assez standard, mais juste pour être sûr que nous utilisons le même objet, je peux vous donner un petit exemple. Si f de x, y égale à x disjonction y implication x, et si je prends les valeurs de vérité, par exemple x égale à 0, et y égale à 1, c'est-à-dire x est fausse, x prend la valeur fausse, et y prend la valeur vraie. Donc c'est une façon d'évaluer f de 0 et 1. Mais comme 0 et 1 ne sont pas les constantes, il n'y a pas de constantes, il n'y a que des variables propositionnelles. Donc c'est une autre façon d'écrire la même chose. On écrit delta de f, c'est une valeur de vérité de la formule f, égale à la disjonction de les valeurs de vérité de disjonction entre 0 et 1 et après avoir calculé celui-là, alors la disjonction entre 0 et 1 c'est 1, implication 1, ça vous donne 1. Donc alors, la valeur de vérité de f est égale à 1, c'est-à-dire la formule f soit vraie. Donc, si je continue à lire la définition, on voit donc phi de f est la formule epsilon 1 de x1. Donc pour le rappel, x1 et xn sont des arguments de cette formule f. La formule epsilon 1 de x1 conjonction epsilon 2 de x2 conjonction etc. epsilon n de xn. Alors à ce point-là, on ne connaît pas les définitions de epsilon i, mais vous voyez qu'ils sont définis en bas. Epsilon i de xi égale à la négation de xi si la valeur de vérité égale à 0 et égale à xi si la distribution de valeurs de vérité égale à 1. Donc, en fonction de ces valeurs de vérité, on construit cet epsilon de x. Donc, voilà. Il faut vous construire les exemples vous-même, mais juste pour être consistant, je peux vous donner quelques exemples supplémentaires sur le tableau. Donc, on pourra prendre les mêmes fonctions. F de x, y égale à x, disjonction y, implication x, et comme des valeurs de vérité, j'ai déjà pris delta x égale 1, delta y égale 0. Alors la formule phi de f et delta va être le suivant. La formule epsilon 1 de son premier argument dans conjonction de epsilon 2 de son deuxième argument. Après avoir lu la définition, je vois que epsilon 1 de x égale à négation si son valeur de vérité égale 0 et x sinon. Donc epsilon 1 de x est égal à x et epsilon 2 de y est égal à négation de y. Donc alors la fonction phi de f delta dans ce cas-là est égale à x conjonction négation de y. Et on voit clairement que cette
fonction phi ne dépend pas vraiment à la structure de la fonction f, mais il ne dépend que de la distribution de valeurs de vérité. Donc voilà, cela nous permet d'aborder les énoncés de ces exercices. Le premier exercice, pour toutes les formules G et H, pour tout connecteur C appartenant à conjonction, disjonction, négation. On a 4 bulles. Par exemple, si je prends la dernière bulle phi de moi G delta, alors, on peut prouver que phi moins G delta a l'implication aux directions inverses de phi de G delta. La première bulle, c'est phi de G connecteur H delta implique phi de G delta conjonction phi de H delta, etc. etc. Donc moi j'explique comment comprendre ce type d'énoncé parce que ce qu'il vous faut faire, il faut prendre la définition de phi, il faut le développer, comme dans l'exemple précédent, pour tous les cas, pour tous les 3 connecteurs. Et après avoir développé, juste pour le rappel, nous sommes dans le cadre de calcul LK. Donc vous prouvez l'ensemble des axiomes de LK et appliquez ces axiomes pour montrer que cette formule-là, celui-là, est prouvable dans les calculs LK. Donc à l'aide de l'axiome, à l'aide des axiomes de LK, il vous faut développer phi et prouver ce type de résultat. Exercice 1, c'est fini pour les exercices. Si je prends par exemple l'exercice 2, qu'est-ce que je vois? Pour toutes les formules f, la formule disjonction ensemble phi de f delta, où delta est une distribution de valeurs de vérité, est probable. Alors, comment comprendre ce type de notation? Là, il faut expliquer la signification de disjonction par l'ensemble. Et ce type de notation, c'est assez standard si vous avez plusieurs formules et vous voulez les mettre en disjonction. Vous pouvez mettre les grandes disjonctions d'abord et après la définition de cet ensemble. C'est comme par exemple la disjonction de l'ensemble x conjonction y, négation x et négation y. C'est juste, si je développe, j'obtiens x conjonction y ou négation x ou négation y. Et ce type de notation mathématique est vraiment commun dans le monde mathématique. Par exemple, les conjonctions, la somme, la produit et toutes les opérations de type logique dans l'ensemble, des théories d'ensemble, par exemple la union, l'intersection, etc., etc. Mais d'abord,
pour comprendre l'avancée du deuxième exercice, il faut comprendre comment cet ensemble est construit. Donc, c'est la disjonction de phi de f delta, où delta est une distribution de valeurs de vérité. Et en fait, il faut parcourir toutes les distributions de valeurs de vérité possibles. C'est par exemple comme si vous avez deux variables x, y, et vous construisez les tableaux de vérité, il vous faut parcourir toutes les combinaisons de x, y, 0 et 1. Donc ça fait 0, 0, 0, 1, 1, 0. Et cet ensemble contient 2 puissance n éléments, où n est le nombre d'arguments de cette formule f. Donc, ce qu'il faut faire, il faut prendre toutes les distributions de valeurs de vérité et parcourir l'ensemble de tous les deltas pour obtenir cette formule à droite. Donc, je crois qu'il s'agisse de exercice 3. Exercice 3 par récurrence sur la taille de f. Par récurrence sur la taille de f pour toute distribution de valeurs de vérité delta. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux bulles si la relation de delta, si la relation de f égale à 1, alors f est probable de phi de f delta. Alors, qu'est-ce que je peux suggérer? La même chose que toujours, développer la définition de phi, parce que phi c'est un nouvel objet. C'est plus habituel d'utiliser le terme que vous avez déjà vu. Développer phi. Et je pense que vous pouvez utiliser tous les exercices précédents que vous avez déjà vus, par exemple le premier exercice et le deuxième exercice. Vous permettra peut-être d'aborder cette troisième partie. Et la deuxième, c'est la même chose si la relation de f égale 0. La même chose, alors phi de f delta. On peut dire que négation de f est probable de phi de f delta. Bon, quand on dit quelque chose est probable, c'est toujours l'utilisation des axiomes de calcul de LK. Il faut trouver une preuve. La preuve qui a la structure arborescente à partir de l'axiome initial, à partir de vide, par exemple A est probable de A, B est probable de B, etc. etc. Et à la fin, il vous faut exprimer la chose que vous êtes rectifié de f delta donne f. Voilà. Ce que j'ai oublié de dire, la preuve par récurrence, il y a toujours la même manière de faire toutes les preuves par récurrence, parce que la formule est définie à façon récurrente, c'est soit en formule vide, soit en formule... bon, il n'y a pas de formule vide, il y a les formules initiales qui se sont construites par
par des variables propositionnelles. C'est f égale x, f égale à y. Ce sont des formules élémentaires. Et après, les formules peuvent être construites depuis une autre formule à l'aide de connecteurs logiques. Par exemple, f, la formule 1, disjonction f2. Si f1 et f2 sont deux formules, alors la disjonction entre deux formules est une formule ici. C'est-à-dire, la preuve par récurrence ressemble beaucoup aux preuves par cas. Le schéma de preuve par récurrence. C'est toujours le cas de base. C'est le cas où la formule est égale à la variable propositionnelle. Donc ça doit être facile. Et après, la deuxième partie, c'est l'hypothèse de récurrence. Et l'étape de... il vous faut considérer les cas où la formule f est égale à soit la négation de notre formule g, soit la disjonction entre deux formules, soit la conjonction, soit l'implication. Effectivement, c'est 4 cas. En fait, dans le calcul des cas, il n'y a que négation, disjonction, conjonction, implication. Il y a aussi d'autres types de connecteurs, comme les barres de Schaeffer ou les équivalences entre deux formules, mais ces types de connecteurs ne font pas partie de calcul LK, donc il n'y a pas besoin de le considérer. Donc il y a effectivement 4 cas. Et chaque preuve par récurrence doit considérer ces 4 cas. Donc, alors pour les sous-formules, on peut utiliser l'hypothèse de récurrence. Parce que cette sous-formule est toujours plus petite que la formule initiale. Donc pour lui, vous pouvez supposer que l'hypothèse est déjà prouvée. Et si pour toutes les formules G est plus petit, c'est déjà prouvé. Pour toutes les formules H, c'est déjà prouvé. Alors il vous faut montrer que l'énoncé est vrai pour la conjonction de deux formules qui sont déjà traitées. Le quatrième exercice. Si f est une tautologie, alors, la disjonction phi f delta, où delta est une distribution de valeurs de vérité. Alors, la séquence f est probable de disjonction de cet ensemble est probable. La partie gauche, on a déjà traité. C'est la disjonction qui parcourt toutes les valeurs delta possibles. Et après, bon, vous pouvez utiliser les exercices précédents, bien sûr, et peut-être vous pouvez construire l'épreuve. Bon, je ne sais pas. En fait, si, je le sais, mais c'est à vous de le faire. C'est un exemple classique qui rassemble beaucoup les autres types d'exercices de preuve dans des calculs LK. C'est pas vraiment différent dans ce que vous avez vu déjà. La seule différence, que c'est un peu plus abstraite, mais bon, c'est pas trop difficile de trouver un preuve. C'est un arbre
c'est un arbre qui représente la structure de cette preuve. Et il vous faut juste trouver les actions correspondantes. À la fin, pour l'exercice 5, modus ponens entre 2 et 4. Bon, je pense que 2 et 4 représentent l'exercice 2 et l'exercice 4. Et pour modus ponens, vous pouvez trouver dans les notes de cours. Donc voilà, il n'y a rien. Je pense que l'exercice 5 est le plus facile entre les 5.